Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Au programme cette semaine, une actualité débordante sur la scène internationale comme en politique intérieure. On va parler de géopolitique avec le camouflet sur le contrat des sous-marins, d'Union européenne et bien sûr de la France avec la perspective des élections, la gestion sanitaire et le candidat, pas encore candidat qui monte, Éric Zemmour. C'est à toutes ces questions que nous allons consacrer cette émission, mais tout de suite, n'oubliez pas de commenter, de partager et bien sûr de cliquer sur le pouce en l'air juste en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti. Bonjour Pierre-Yves Rougeron, merci d'être invité cette semaine. Alors, une actualité chargée, je viens de l'évoquer. On va commencer avec cette actualité internationale. On vient d'apprendre que l'Australie avait décidé de rompre un contrat qui avait été négocié en 2016 et signé en 2019 pour une douzaine de sous-marins conventionnels. Avec la France, c'était produit par Naval Group et Jean-Yves Le Drian est au cœur de cette affaire puisqu'en 2016, il était ministre de la Défense et qu'aujourd'hui, dans le gouvernement de Jean Castex, il est ministre des Affaires étrangères. Avant de vous donner la parole, Pierre-Yves, je vous propose d'écouter quelques propos de Jean-Yves Le Drian. Cette décision unilatérale, brutale, imprévisible, ça ressemble beaucoup à ce que faisait M. Trump. Une décision qui ressemble à ce qu'aurait fait Donald Trump. C'est assez amusant, non? C'est une belle ironie du sort. Alors, premièrement, c'est toujours triste quand des hommes qui ont eu une stature la perdent et quand ils en ont jamais eu et qu'ils s'enfoncent, c'est encore plus triste. Et cette phrase-là de Le Drian me rappelle beaucoup l'état dans lequel a terminé Pierre Mauroy qui disait tous les voyants de l'économie sont au vert, ce à quoi Thierry Leluron avait répondu et en plus il est daltonien, il est temps de le jeter. Or, non mais, on va être très clair. C'est là où vous voyez la première erreur qui est d'avoir cru en Biden, mais c'est une suite d'erreurs que Le Drian fait depuis le début de cette affaire. À tel point qu'à un moment, par les lois de la statistique, vous ne pouvez pas faire que des erreurs. À un moment, ou alors, il faut jouer au loto. Si on est 100% nul, il faut faire quelque chose. Là, ça a mal commencé, ça a mal continué, et ça s'est mal fini, et tout ça autour des mêmes personnes. Et en plus, ça va mal rebondir, vu que vous l'avez peut-être vu, Le Drian et une partie des macronistes sont en train de susurrer, c'est dans le communiqué officiel, la fameuse autonomie européenne, qui veut dire à terme la liquidation de Naval Group pour les intérêts de Tyson, sachant que cette perte de contrat n'est pas liée aux États-Unis et à la Grande-Bretagne, elle est liée aux États-Unis, à la Grande-Bretagne, à l'Australie, à la Suède et surtout à l'Allemagne, par l'intermédiaire d'un de ses contacts en Australie qui débine la France par article de presse depuis 2016, qui est le sénateur, à l'époque assistant, devenu sénateur, Rex Patrick, dont les... C'est un Allemand, c'est ça? Pardon? Oui, c'est un Allemand. C'est un politique australien proche du lobby allemand. Très bien. Parce que l'Allemagne a une stratégie de lobby, ce qu'on ne dit jamais assez, c'est-à-dire qu'elle achète des places dans différentes institutions du monde occidental. Je vais vous donner un exemple, c'est l'un des principaux, avec les Émirats arabes unis, c'est l'un des principaux pays à payer un groupe de lobbyistes au Congrès des États-Unis. Même chose a priori ici. Les services d'intelligence économique français ont fait leur travail. Ils ont identifié Rex Patrick dès 2016. Je pense à l'école de guerre économique qui a fait un excellent travail là-dessus. Et le problème, c'est qu'on a voulu ignorer ça. On a laissé la France se faire insulter 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Et on se réveille maintenant. Alors, soit on entend liquider Naval Group, et je ne serais pas surpris que des gens qui sont en train de clochardiser notre armée, vu que Madame Pailly, Florence Pailly, je crois, enfin oui, voilà, la théorique ministre très théorique, est en train de faire changer les équipements de nos parachutistes pour les faire en Roumanie et non plus en France,
etc., etc., etc. Donc, alors il y a une part d'incompétence et il y a une part d'idéologie. Si je puis me permettre, il faut reprendre peut-être le dossier depuis le début, rapidement, pour voir les problèmes. Premier problème, la France ne se rend pas compte qu'elle est en face d'un pays qui est l'Australie, qui lui est structurellement hostile. Mais depuis des décennies, Canberra n'a jamais été notre allié, ce qui n'est pas le cas de tous les pays anglo-saxons. Canberra, c'est pas Londres, et ce n'est pas le Parti républicain des États-Unis. Vous voyez ce que je veux dire? Canberra, c'est un pays qui n'a de poids dans le Pacifique que parce que c'est ce que Noam Chomsky appellerait le flic de quartier de l'influence américaine face à l'émergence de l'Océanie, autour entre autres de l'Indonésie, et surtout en face de la Chine. Donc, l'un des buts de l'Australie est de nous faire, nous, dégager du Pacifique, d'où leur soutien à peine voilé aux mouvements dits autonomistes, entre autres, en Nouvelle-Calédonie. Or, Canberra nous est structurellement hostile. De croire à la parole de ces gens-là est déjà une faute politique majeure, mais si vous voulez, c'est pas non plus délirant que Jean-Yves Le Drian l'a fait, que Jean-Yves Le Drian l'ait fait. Si vous voulez, malgré son côté vieux sage, il faut bien voir qu'on a affaire à un hiérarque socialiste inapte à discerner des intérêts de la France et qui, pour reprendre une métaphore que j'avais utilisée sur Jean-Marc Ayrault, Jean-Marc Ayrault était en surcapacité intellectuelle à la mairie de Nantes, eh bien, Jean-Yves Le Drian était déjà en surcapacité intellectuelle à l'Arsouille, à l'Arsenal, si vous préférez. Donc, c'est pas totalement délirant. Deuxième erreur stratégique, de croire que on vend des armes, et c'est tout à fait normal de vendre des armes, quand on est dans la triple situation d'être prévisible, d'être soumis aux critiques et réactif et peu réactif aux critiques. Et dernier point, de ne pas avoir, disons, une volonté de gagne vis-à-vis de ses propres forces militaires. Je développe rapidement. Les pays, et d'ailleurs c'est les attaques de Rex Patrick. La France, on ne peut pas lui faire confiance. Regardez l'état de sa marine, regardez l'état de son armée, etc., etc. Les Français ne savent pas garder un secret. Ils sont mauvais en cyberdéfense. Tout ceci est faux, mais on n'a jamais répondu. Mais comme il y a une volonté, et à laquelle M. Le Drian a particulièrement participé, d'abaisser et d'humilier notre armée, eh bien, il est tout à fait normal que nos vendeurs d'armes, qui n'arrivent même pas à illustrer leur génie en équipant leurs propres armées qui vont s'équiper en Roumanie, eh bien, il est tout à fait normal que les autres pays ne veulent pas acheter à un pays qui n'équipe même pas ses propres hommes et qui laisse une armée en état de semi-déshérence. Point 1. Point 2, nous ne faisons pas de guerre de l'information quand nous sommes attaqués. Là, il serait tout à fait normal de prendre des mesures contre les 4 pays qui ont participé, parce que chacun d'entre eux a des intérêts et nous pouvons sanctionner ces intérêts. Nous pouvons même sanctionner ces officiels. Et le problème, c'est que nous sommes dans la prévisibilité. Dernier point. Dans la prévisibilité sur 2 points. Premièrement, nous nous sommes engagés sottement dans cette zone que géopolitiquement on appelle, c'est d'une laideur sans nom, l'Indo-Pacifique, alors que l'océan Indien et l'océan Pacifique ont des problématiques qui sont, à mon sens, différentes, mais peu importe. Or, on arrive et on se met déjà du côté des Occidentaux dans une guerre fantasmée contre la Chine. Tout ceci est ridicule. Si vous voulez que les gens vous écoutent, eh bien justement, vous devez être imprévisible. Sur la scène internationale, c'est l'imprévisibilité, excusez-moi, Donald Trump l'avait compris ça, qui fait que les gens se rendent à vous. Si la France avait dit, écoutez, moi je veux bien vendre des armes à tout le monde, y compris à nos amis chinois, y compris aux puissances asiatiques qui s'arment contre la Chine, je vous rappelle que c'est la zone qui achète le plus d'armes au monde au moment où nous parlons. Eh bien là, vous devenez un interlocuteur sérieux. Le problème, c'est que comme on sait que vous allez suivre, c'est exactement le même problème que l'Europe. Vous refusez de sortir, on vous humilie. C'est exactement le même problème. Or, si on disait, mais moi, nous, on peut rompre avec vous,
Les Australiens, dans ce cadre-là, les Anglais, eux, font valoir leur savoir-faire pour nous remplacer, ça c'est tout à fait logique. On n'a pas défendu le nôtre. Les Américains, eux, rappellent à l'Australie qu'elle est leur laquais, et parfois, pour toute personne qui fait de l'élevage canin, il faut savoir tirer sur une laisse. Mais les deux ennemis qui nous ont tapé dans le dos, c'est pas du tout même les États-Unis. Les États-Unis nous ont frappé de face. Ceux qui nous ont frappé de dos, c'est la Suède et l'Allemagne. Or, il faut prendre des mesures de rétorsion lourdes contre leurs intérêts, leurs officiels. C'est comme ça qu'on se fait respecter. Et dernier point, d'avoir cru une minute que Joe Biden, aujourd'hui, après l'Afghanistan, on peut même dire représentant attitré de ce qu'on pourrait appeler les EHPAD unis d'Amérique, fut autre chose qu'un hiérarque démocrate dans la main du lobby germano-américain comme le Parti démocrate l'est. Le seul parti politique où il y aurait la place pour un lobby pro-français, c'est le Parti républicain. Mais on refuse de le faire. Bien sûr. Un, parce qu'on est pingre, alors que là, c'est un investissement. Deux, parce qu'on dit le lobbying, c'est mal, hein, vous savez. Et alors, résultat, les autres viennent corrompre chez nous et on n'a pas le droit de corrompre chez eux. Et dernier, alors que la vieille politique américaine repose là-dessus, je suis désolé de le dire. Oui, il n'y a pas que la vie politique américaine d'ailleurs. Alors, non, mais au moins les Américains sont francs là-dessus. Hein. Oui, bien sûr. Le In God we trust. Mais c'est marqué sur chaque dollar. Donc, or, dernier point, Donald Trump, par son imprévisibilité, au contraire, lui était plutôt pro-français. Pourquoi? Parce qu'il représentait une opinion conservatrice. Le camarade Alexandre Mandel l'a très très bien expliqué dans son livre Chez Trump, mais lui, il y est allé pour le savoir. Dans une part du petit peuple républicain, la France est, avec les Anglais, l'un des seuls pays européens qu'ils aiment bien. Donc, si vous voulez, ils ont... Alors, il y a des parts du Parti républicain qui nous sont hostiles, mais par contre, il y a la totalité du Parti démocrate. Or, de croire que Joe Biden allait nous être favorable alors qu'il a remis le lobby germano-américain au centre du département d'État était une folie qui montre que les analystes de géopolitique français sont soit nuls, soit corrompus, soit les deux, mon capitaine, mais un jour, il faudra quand même faire un dossier là-dessus. Bon, Pierre-Yves Rougeron, on a l'habitude avec vous, souvent ce sont les Allemands qui prennent. Néanmoins, ce serait une faute sans doute de ne pas rappeler l'affaire de cet été pour les Allemands, où ils ont décidé de racheter à nouveau américain alors qu'ils devaient remplacer, je ne me souviens plus exactement s'il s'agissait d'avions, je crois, hein, les P3. Exactement. Et on se rappelle également que dans le même temps, la Suisse avait annoncé qu'elle abandonnait les Rafales, précisément pour des F-35 américains. Exact. Et exactement au même moment où la Commission européenne ouvrait le fonds de défense européen. Donc on a vraiment l'impression que finalement, la coopération européenne dans le domaine de la défense, bon, la France est OK, mais par contre, pour défendre ses intérêts, ça n'arrive jamais. Premièrement, elle ne défend pas ses intérêts. Deuxièmement, vous voyez ce qui est en train d'avoir lieu dans le spatial, vous voyez ce qui est en train d'avoir lieu dans le SCAF. En réalité, le plan allemand est très clair. Dans le système de défense européen, les Français vont donner la technologie, nous allons la prendre. Et à la fin, comme il n'y a plus que les Français qui ont une armée continentale suffisamment apte pour faire de la projection, sur les 4 armées continentales qui restent, hein, mais qui sont des armées de défense, le reste, l'Italie, l'Espagne et la Pologne, eh bien, les Français donneront la viande pour mettre dans des sacs à viande froide les piou-piou qui vont revenir. Point. Il faut bien comprendre, parce que là, prenez exactement le cas du contrat dit du siècle. D'accord? Le but des intérêts comme Tyson, eux, n'est pas du tout de remplacer la France dans ce contrat australien. Ils ne le pourront pas parce que les Américains se sont déjà interposés. Leur but, eux, est d'affaiblir Naval Group et de le discréditer à l'international pour ensuite le détruire et lui piquer des contrats européens, et je pense particulièrement au contrat des Pays-Bas qui arrivent. Vous voyez ce que je veux dire? Or, ça, c'est de la haute agressivité, vu que c'est exactement le cas du Fonds européen. Le Fonds européen,
on interdit l'énergie propre française nucléaire, on fait une énergie qui, pardonnez-moi, est d'un écologisme extraordinaire, qui est le charbon plus le gaz, et on essaye de détruire la filière nucléaire française pour ensuite la soumettre à l'axe Moscou-Berlin qui a transformé l'Allemagne en un gigantesque hub gazier. Ça, si vous voulez, c'est une volonté de destruction. On peut dire ce qu'on veut des Américains, mais eux, ils veulent notre défaite. Ils veulent pas notre mort. Voyez pourquoi, voyez la nuance. Là, les Américains, ils nous ont juste écartés. Point. Le but des Allemands, alors qu'ils savaient que c'est pas eux qui allaient toucher dans l'affaire. Ils le savaient dès le début. Ce n'est pas de prendre notre place, qui à la rigueur est dans un marché concurrentiel. C'est de détruire l'infrastructure de défense française. Nuance. Je pense qu'il faut... Les Américains s'en balancent que Naval Group existe. Ce qu'ils veulent, c'est que les Français n'exportent plus d'armes. Nuance. Les Allemands, eux, ce qui les embête, c'est un, que la France exporte des armes, deux, que la France ait des entreprises de création d'armement. Quand on vous écoute, Pierre-Yves, on a vraiment l'impression que finalement, toutes ces décisions se produisent et se décident bien loin de la France, et que d'ailleurs, on n'a pas entendu réagir Emmanuel Macron sur ce dossier précis. Il a visiblement envoyé Jean-Pierre Papillon. Et... Mais il était trop occupé à dire aux sportifs qu'il était leur coach et qu'il fallait faire mieux que ça. Alors, il va faire peut-être la même chose vu que là, les Jeux handisport se terminent. Hein, et il est vrai que quand on voit les résultats en politique internationale d'Emmanuel Macron, bah, ça équivaut à du saut en longueur fait par des cul-de-jatte. Donc, il y a un professionnalisme là-dedans, vous voyez. Il peut pas être partout, donc il envoie la momie de l'Orient pour dire « Ah, je suis très en colère, sur la scène internationale, ça veut rien dire, ça. C'est un coup de poignard dans le dos, ça veut rien dire non plus. » Et là encore, c'est la faute de Trump. Donc là, il y a un aspect... si vous voulez, l'unilatéralisme américain, il date de George Washington. Je le rappelle, hein. Premier acte de George Washington après la Révolution américaine, rétablir le commerce avec l'Angleterre, interdire sous peine de mort le commerce avec la France, qui venait de les libérer. D'accord ? Donc l'unilatéralisme américain n'est pas une nouveauté. Il y a vraiment un problème de racisme capillaire avec Donald Trump, parce qu'à ce niveau-là, Donald Trump est un chef d'État américain tout à fait classique. Tout à fait classique. Alors, si on repart maintenant uniquement au niveau européen, on sait qu'Angela Merkel est sur le départ. C'est d'ailleurs la dernière rencontre entre Emmanuel Macron et Angela Merkel, chancelière. On sait également qu'Emmanuel Macron va prendre la présidence de l'UE à partir du 1er janvier. Ouais. Qu'est-ce que ça annonce pour vous ? Ça annonce qu'il va tenter, parce que lui, il est en campagne électorale vis-à-vis d'une classe de la population française qui entend que la France soit dépecée. Donc, il va encore aller dans l'européisme, en veux-tu, en voilà. Je vais vous donner ça, je vais vous donner ça. Regardez ce magnifique plan de relance qu'on a fait. La France va rendre 70 alors qu'elle va donner 70 et avoir 40. Donc, on a fait la rasade à tous les locteux qui étaient à chaque tour de négociation. C'est comme ça que ça s'est passé. Par exemple, les Pays-Bas ont obtenu une ristourne à chaque tour. Si vous voulez, c'est le grattage et le tirage. Or, c'est extraordinaire. Non, mais c'est extraordinaire. Alors que la France aurait dû le payer toute seule. Vous vous rendez bien compte qu'on va perdre 30 milliards pour rien. Bon. Et le problème, c'est qu'il va aller encore plus loin parce qu'il doit capter deux électorats qui surréagissent à l'européisme. C'est les deux derniers à ne pas réagir négativement, qui sont les personnes très âgées. Donc là, qu'il va piquer à l'électorat le plus âgé de France, qui est celui des Républicains, et les bobos de gauche, pour qui l'européisme est un des derniers moyens avec l'antifascisme de ne pas s'avouer comme classe parasitaire. C'est aussi simple que ça. Donc il va encore en rajouter. De toute façon, il a compris qu'humilier la France plaisait aux siens, et comme il a besoin d'avoir son camp unifié pour passer le premier tour et qu'il sait qu'il gagnera au second, c'est pas grave, il est là pour achever le pays, il fait ce pourquoi il est là.
En tous les cas, Emmanuel Macron aura connu quand même un quinquennat mouvementé. On se souvient bien entendu des Gilets jaunes, dont la gestion a été, je crois, très critiquable. On est aujourd'hui près de 18 mois après le début de la crise sanitaire. Là encore, il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est évidemment pas l'objet de cette émission. Mais si l'on se concentre sur l'ensemble des mesures liberticides qui ont été prises par ce gouvernement, je sais que vous avez participé à plusieurs reprises aux manifestations contre le pass sanitaire, notamment. Tout à fait. Comment voyez-vous finalement la réaction de la population française vis-à-vis de ces décisions qui ont été prises? Est-ce que vous avez le sentiment que cela va être un argument, que finalement ces décisions de politique sanitaire vont être un argument dans la campagne présidentielle? Ça dépend en face de qui. Vous savez, on a fait des grands sondages globaux sur l'acceptation des mesures. Ces sondages, et là je tiens à remercier quelqu'un que je n'ai pas l'honneur de connaître, mais qui je trouve a fait un excellent travail, qui est Mathieu Slama, qui je crois est lié à Alain Gérard Slama, l'ancien chroniqueur du Figaro, mais qui a fait un excellent travail là-dessus. Si vous voyez les sondages par classe d'âge, en réalité l'acceptation c'est chez les vieux. Bon, très bien. Chez les jeunes, tout de suite, c'est beaucoup plus relativisé. Le problème, c'est c'est des classes qu'on n'a pas motivées et auxquelles on ne parle pas, les alternatifs ou les anti-Macron, quels qu'ils soient, alors que, et ça s'est vu au régional, c'est eux les abstentionnistes, c'est eux qu'il faut aller chercher, mais on n'a pas de stratégie pour, et donc on va essayer d'aller chercher un électorat âgé qui, pour des raisons de structure, ne peut pas ne pas soutenir Emmanuel Macron. C'est un électorat qui porte une idéologie individualiste extrême, c'est-à-dire tout pour nos tronches. Alors attention, quand on parle de génération, on fait des généralités statistiques. Ça n'inclut pas des personnes, d'accord? Mais premièrement, c'est d'où, par exemple, le fait que c'est une génération qui plébiscite les réformes des retraites pour les autres, par exemple. En même temps, on ne peut pas leur reprocher. Ils ont cotisé pour un système de retraite aussi et qu'ils n'ont pas envie de démanteler. Vous levez à raison le fait que ces gens-là aient des intérêts. Nous disons la même chose. Le problème, c'est que leurs intérêts à eux et l'intérêt de la communauté nationale sont deux choses différentes. Point 1. Point 2, ils ont beaucoup aimé l'aspect de guerre sociale du macronisme. Ça se voit dans les 15 points des âgés de droite qui sont passés à Macron en opinion favorable après les Gilets jaunes. C'est-à-dire, il a tapé du prolo et ça, c'est bien. Et point 3, il s'est mis en protecteur de ces gens-là, alors que les chiffres de réaction de la France à la crise Covid et le nombre de morts, etc., sont catastrophiques et que ça justifierait de très loin, même pas des commissions d'enquête, mais des cours de justice. Mais il s'est posé en protecteur. Ça a l'air d'être en cours, la Cour de justice de la République. La Cour de justice de la République est une mascarade. Parce que déjà, alors, c'est très gentil que la mise en danger de la vie d'autrui, je crois que c'est l'un des chefs chefs d'inculpation de ce dossier, ait été retenu. Là où il faut faire condamner Agnès Buzyn, c'est certainement pour ça, mais également pour une autre partie du code pénal, qui est tout ce qui concerne le sabotage, qui là est un crime grave aux yeux du code pénal. Crime grave. Le problème, c'est que la constitution de la Cour de justice de la République fait qu'il n'y a rien à en attendre. Je pense que, sincèrement, qu'il y a une véritable responsabilité pénale à aller chercher chez ces gens, parce que si on a réussi à faire condamner un homme comme Michel Garetta pour les 1000 morts du sang contaminé, où il a été condamné, peine prononcée 5 ans, peine effectuée 4, ce qui est déjà beaucoup plus que n'importe quel violeur en Seine-Saint-Denis. Hein. Pour 1000 morts, qu'est-ce qu'il faudra faire à Buzyn? Qu'est-ce qu'il faudra faire à M. Véran? Qu'est-ce qu'il faudra faire à messieurs Édouard Philippe et Jean Castex, qui étaient leurs supérieurs hiérarchiques? Et enfin, qu'est-ce qu'il faudra faire à celui qui a dit un jour qu'il vienne me chercher? Bien sûr. Alors, si on revient sur la question de ces manifestations, on a vu qu'évidemment, il y avait une importante mobilisation partout en France. D'ailleurs, c'est important de le souligner, pas uniquement dans la capitale, même si évidemment la masse fait l'image. Néanmoins,
beaucoup de gens dans les rues et un pouvoir totalement mutique vis-à-vis de cela. Le gouvernement ainsi qu'Emmanuel Macron ont visiblement choisi d'ignorer totalement ces manifestants, de les considérer comme étant extrêmement marginaux, tout en avouant entre nous, Pierre-Yves, que bien entendu, ce n'est pas la majorité des Français sans doute qui étaient opposés au pass sanitaire, mais il y avait une grande partie, et une très grande partie qui ne s'est pas déplacée dans ces manifestations. Alors, le problème, c'est la polarisation. Ce qu'il y a au centre, c'est la masse basculable, pour parler en termes militaires. La plupart des gens, ils sont ni pour ni contre le pass sanitaire. Ça leur est imposé, donc ils plient. Le problème, c'est qu'en termes de minorité active, il y a plus de gens qui sont prêts à faire quelque chose de leur vie contre que de gens qui sont prêts à faire pour. Là, je crois que la manifestation de Lyon en soutien au pass sanitaire n'a pas excédé les 100 personnes. Une bien belle tentative. Une bien belle réussite. Donc, le problème, c'est que tout le reste, c'est de la masse basculable. On dit, ils ont été pétinistes, après ils ont été gaullistes, etc. C'est exactement le même problème. Le centre ne pense pas. Le problème, c'est que c'est une masse basculable qui ne bascule pas. Alors, qui ne bascule pas, je suis d'accord, néanmoins, qui a intériorisé dans ce qu'elle a le peu d'intime qui lui reste, particulièrement sous circuit de consommation, des réflexes. Il n'y aurait pas 30%, et c'est drôle, c'est toujours le même chiffre, c'est 30% de baisse de fréquentation dans tous les endroits qui passent le pass. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont changé leur mode de consommation pour ne pas avoir à plier. Ils disent, je ferai rien d'autre, mais je fais au moins ça. Et ça, on ne peut pas dire que ce ne soit pas un mouvement de masse. Pour que le MEDEF, dans sa veulerie, se roule par terre en disant « épargnez au moins les centres commerciaux ». Mais qu'est-ce que vous voulez, on a les suppliantes qu'on peut. Hein, et pour que ces gens-là se roulent par terre de cette manière-là, en avouant ce que théoriquement on n'avoue jamais quand on est à ce niveau-là de business, son pourcentage de perte, pour que les groupes Auchan et Leclerc disent on a pris moins 30 dans les dents, ça ne doit pas leur arriver tous les jours de balancer un vrai chiffre quand même. Or, pour qu'ils en arrivent. Qu'il soit vrai. Hein. Comment ? On n'est pas certain qu'il soit vrai. Ils l'ont peut-être néanmoins, pour qu'ils aient réagi, ça prouve qu'il y a quelque chose, ça leur fait mal. Or, ça veut dire que sur la masse, il y a les actifs et il y a ceux que j'appellerais les réfractaires. C'est deux choses différentes. Si vous voulez, il y a les résistants, il y a les réfractaires. C'est deux choses différentes. Et les réfractaires font encore plus de mal parce qu'ils ne s'identifient pas. Mais ils ne pourraient pas exister s'il n'y avait pas la résistance acharnée des gens qui battent le pavé tous les samedis. Et surtout, contre le mouvement pass sanitaire, tout ce que le pouvoir a voulu, infiltration par l'extrême gauche, violence policière et autres, pour l'instant, a lamentablement échoué. Ça, c'est vrai, c'est important de le souligner parce qu'effectivement, ce n'était pas le cas pendant la crise des Gilets jaunes. Tout à fait. Qu'est-ce qui fait la différence ? C'est qu'il y a eu quelqu'un comme Florian Philippot. Parce que quand l'extrême gauche est entrée dans les Gilets jaunes, elle est entrée face à des gens qui n'étaient pas des politiques professionnels, qui étaient des gens qui ne connaissaient pas les méthodes de la manipulation, des gens qui ont été lessivés par le mouvement. Regardez la déclaration très attristante d'un homme de qualité, comme François Boulot il n'y a pas longtemps, qui a dit « je raccroche les gants ». Et que vous voyez d'ailleurs dans le pass, dans la manière ignoble dont a été traité quelqu'un comme Fabrice Divisio. Bon. Et là, l'extrême gauche est tombée sur quelqu'un qui les connaît par cœur et qui a du métier. Et là, pour le coup, vous voyez que ça ne marche pas. La violence policière, parce que les manifs ont été organisés au cordeau, la violence policière n'a pas eu de prise, pas par volonté, hein. Ils n'ont pas eu de prise. Et là, pour le coup, briser le mouvement, c'est-à-dire ce mouvement à la fois de résistants et de réfractaires, n'est pas possible. Donc, le pouvoir a pris le pli de on laisse arriver les élections, on les traite comme des galeux pour se faire réélire auprès des autres, on espère que le mouvement s'effondre, alors que de toute évidence, il ne s'effondre pas, mais ça, c'est pas grave. Et de toute façon, une fois qu'on sera réélu, eh ben, les 30% en moins chez Auchan, chez Leclerc et chez le bistrot du coin, bah, de toute façon, nous, on est prêts à vendre la France à la découpe,
Alors pourquoi pas vendre la peau de ces gens-là qui ont eu la bêtise de nous obéir? Macron, je pense que Macron, ça l'arrête pas. Ni lui, ni les siens. Alors, on se rappelle sans doute, Pierre-Yves Rougeron, d'une déclaration qu'Emmanuel Macron avait faite aux médias bruts. Je vais vous passer un tout petit extrait et puis on va rebondir dessus, si vous voulez bien, juste après. Et peut-être que je ne pourrais pas être candidat. Peut-être que je devrais faire des choses dans la dernière année, dans les derniers mois, dures, parce que les circonstances l'exigeront, et qui rendront impossible le fait que je sois candidat. Je n'exclus rien. Alors, l'hypothèse d'Emmanuel Macron candidat bis, on a l'impression que finalement, elle se rapproche et Bien que sûr. Le fait de ne pas y aller, lui, s'écarte. Bien sûr qu'il y va. D'ailleurs, cette déclaration-là est une déclaration de candidat. Traduisons-la une minute, vous et moi, si vous voulez bien. Ça dit à l'électeur de centre droit et à sa pensée politique de bistrot qui est dire faut remettre un coup de collier, hein, tu vas voir. On va voir, attendez-vous à savoir, on va voir ce qu'on va voir. Eh bien, il parle à ces 15%-là de l'électorat de droite. Il parle à la beaufrie de droite, disant moi je vais faire des trucs durs. Je suis un vrai dur. Et comme ce sont des gens qui surinvestissent le symbolique et qui sont indifférents aux résultats réels, eh bien, ils sont charmés par un discours. En réalité, Emmanuel Macron ne fait que ça. Et si vous m'accordez 3 minutes, je vais vous le démontrer facilement. Comme vous l'avez vu, Emmanuel Macron, depuis 2 mois maintenant, depuis le mois de juin, ne fait que des trucs du en même temps. Ouais, depuis 4 ans. Oui, mais là, pour le coup, il revient à son premier en même temps. C'est-à-dire une mesure de centre droit, une mesure gauchiste. Exemple type, j'ai besoin de la milice républicaine pour la remercier de ce qu'elle a fait pour les Gilets jaunes. Je leur donne la gratuité du train. Mais en même temps, je donne aux Sorosites, parce que ça, c'est une mesure open society typique, un contrôle indépendant de la police. Et là, toute cette gauche, à qui je vous demande d'avoir un peu de compassion, vu qu'elle fait le deuil de Benoît Hamon, ce qui est une chose importante, se retrouve. Ah bah, vous imaginez pas. Et moins 30% pour les kebabs, hein. C'est pas que les centres commerciaux, hein, cette annonce. Mais au moins, il va aller dans une ONG, comme quoi il aura été un bureaucrate de gauche toute sa vie. Et si vous voulez, cette gauche-là, anti-flic, qui, par ses ONG, par ses associations, Adama Traoré et autres, demande cette mesure depuis des années. Bien sûr. Elle entend les mots magiques, et là, vous voyez, c'est ça. Il est en train de tisser le en même temps. Et si vous regardez l'émiettement de la vie politique française à l'instant T, il a raison, il ne peut que lui servir. Il gouverne mal, mais se défend bien. C'est ce que j'allais dire. Et alors, justement, finalement, si on reprend cette affaire de passe sanitaire et ces manifestations, on peut considérer, in fine, que l'allocution du 12 juillet, Emmanuel Macron a joué un sacré coup, un vrai coup de poker, et que finalement, il est en train de le gagner. Parce que oui, les manifestations continuent, oui, il y a du monde, mais pas suffisamment pour bloquer le pays, pas suffisamment pour l'empêcher de mener sa politique à bien, et il a réussi son coup. Alors, en partie, parce qu'il arrive là, je pense, là où il voulait arriver. Je m'explique. Emmanuel Macron, par son vide abyssal, est devenu l'équivalent, pour prendre une métaphore enfantine, du serpent K, vous savez, dans le livre de la jungle. C'est-à-dire, il fascine tout le monde alors qu'il est totalement vide. Et Emmanuel Macron, c'est ça. Il est arrivé à devenir le point nodal de la politique française alors qu'il n'y a rien dedans. Tout le monde veut faire du macronisme de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite. Et tout le monde, d'ailleurs, ne s'oppose à lui que sur un petit bout d'un vide qui est total. Et ce faisant, le renforce. Prenez l'exemple simple, l'affaire du pass. Emmanuel Macron a compris, et ce très tôt, qu'il était un des bourgeons de la crise démocratique de l'Occident. Depuis la guerre froide, les démocraties occidentales vendent de la peur.
parce qu'elles n'ont pas de modèle de société. Eh bien, Emmanuel Macron a assumé ça, comme aucun politique français ne l'a fait depuis François Mitterrand. Mitterrand avait fait la menace fasciste. Bon, vous aviez un corps au pied, c'était le Front National. Et Emmanuel Macron surjoue les peurs. La peur du populisme, du complotisme, des gens qui ne sont rien, des galeux, des incursions étrangères. Rappelez-vous, M. Blanquer disant que si Parcoursup ne fonctionne pas, c'est les services russes. Hein, c'est-à-dire qu'un général de cybersécurité russe passe ses journées à foutre en l'air l'archivage du CDI du collège Jacques Prévert à Montreuil. Donc, comme quoi, ils en ont du temps à perdre. Donc, vous voyez, plus c'est délirant, mieux c'est. C'est de la propagande de guerre, finalement, ça. C'est du délire. Emmanuel Macron fait la guerre à la société au nom de la classe sociale qui l'a mandaté. Et son seul but, c'est que cette classe-là ne soit pas parasitée par des discours et des offres de services venant de son propre camp qui soient supérieures à la sienne. Alors justement, vous faites bien de dire ça parce que c'est un peu là où je voulais en venir. On a vu des candidatures hypothétiques émerger il y a quelques mois. Je pense à la fameuse candidature de Michel Barnier, évidemment, Je vous remercie. peut-être de Bruno Le Maire, et puis bien sûr le maire du Havre, Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre. On a le sentiment, encore une fois, si on se replonge un peu en 2017, on a vu qu'il y avait un flottement, qu'on ne savait pas exactement si le candidat, j'allais dire, de l'oligarchie allait plutôt être Alain Juppé ou allait être Emmanuel Macron. On a eu un moment comme ça où il y avait une forme d'hésitation avant que le choix du système soit fait. Et aujourd'hui, encore une fois, aussi bien avant l'été, on pouvait hésiter, justement, avec l'émergence de toutes ces candidatures possibles. Là, on a le sentiment qu'Emmanuel Macron a rempli le contrat et que donc, ils sont capables de le réengager pour 5 ans supplémentaires. Alors, pour parler comme mon camarade Régis de Castelnau, l'un des éléments était le ralliement, le re-ralliement de la magistrature française à sa personne. Je pense que tout simplement, on va être très clair. Si vous prenez l'entièreté de l'échiquier, là, vous avez 2 primaires inutiles qui ont lieu en ce moment. Alors, une qui ne manque pas d'attrait, qui est la prière, qui est celle des écologistes, et je demande qu'elle continue le plus longtemps possible pour égayer nos soirées d'hiver. Et je sais pour qui vous allez voter. Ne trahissons pas le secret du suffrage. Et de l'autre côté, la plus inutile de toutes, qui est celle des Républicains. Celle des Républicains n'est qu'un grand casting du prochain gouvernement Macron. Où d'ailleurs, ils savent que même le plus médiocre a sa chance. Parce que, rappelez-vous, M. Le Maire s'était lamentablement vautré à la primaire des Républicains antérieure et a été pris quand même. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que vous avez des candidatures plus turlupinantes les unes que les autres pour que le grand Sachem les remarque et qu'ils puissent faire valoir leur galon de servilité. Au milieu de tout ça, alors vous avez des gens, bon, je pense que M. Juvin, lui, ce qu'il aimerait, c'est prendre la place de M. Véran assez facilement. Il y a un candidat particulier qui nous est particulièrement utile, c'est M. Barnier. M. Barnier, comme vous le savez peut-être, s'est vu refuser en quelques mois 3 postes à Bruxelles, coup sur coup. Et donc, je pense, a décidé de se venger comme un amant est conduit, et donc à balancer et à valider ce que nous disons depuis longtemps. Il était évident que sur l'immigration, mais comme sur tout le reste, qui n'affronte pas Bruxelles ne fait rien. Et maintenant, Michel Barnier l'a dit. Alors, vous avez eu la parole de Claude Guéant, vous avez eu la parole de Michel Barnier. Ça fait beaucoup de retournements de gens qui étaient au mieux serviles. D'accord ? La servilité de ces gens, n'ayant pas été récompensée, ils se mettent à parler. Valide notre discours au point que, si vous voyez à projet contre projet, le projet de référendum migratoire de Michel Barnier est plus sérieux que celui de Marine Le Pen et plus à droite, entre guillemets. Résultat, le casting est en train de devenir intéressant. Bon, comme but annexe, il doit le délégitimer M. Bertrand, mais peu importe. Si vous vous mettez dans la tête d'Emmanuel Macron, il n'a que 3 adversaires qui peuvent empiéter à la marge sur le bloc élitaire et réaliser le scénario catastrophe
qui est un scénario à la 2002. Taubira fait perdre Jospin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui fait peur à Macron. Qui sont ces 3 candidats? Modestement, je vous proposerai 3 noms comme analyste. Je vous dirai Hidalgo, Pécresse, Jadot. Parce que ce sont des macronistes qui plaisent aux bobos et qui peuvent empiéter encore une fois à la marge. 1% par là, 2% par là. Le problème, c'est que si chacun lui en prend 2, ça fait -6, il peut ne pas passer le second tour. C'est le seul moyen de l'abattre. Tout le reste est totalement émietté, avec en plus quelque chose qu'Emmanuel Macron a voulu, a préparé et a encouragé, qui est certainement une abstention historique pour une élection présidentielle. Et il a eu l'intelligence d'avoir un discours intimidant, ce qui est drôle d'ailleurs. En réalité, là où on pense que c'est un chef de guerre, en réalité, c'est un chef de bureau. Le politique. Non mais, vous voyez, c'est ce discours vide du DRH qui a appris 3 trucs de management dans un franglais à achever les oreilles de Shakespeare et qui vous dit on va faire un rebuild team, on va faire une rebuild team pour faire du win-win. Ça ne veut rien dire, mais vous vous laissez impressionner par ça, et donc les adversaires d'Emmanuel Macron n'ont pas produit un discours unitaire et cohérent pour répondre pied à pied. Donc, pas de discours unitaire, pas d'organisation unitaire, pas de coagulation de classe. Et la coagulation de classe l'aurait battu. Mais comme il veut abattre psychologiquement une partie de la classe populaire, et qu'il le fait, c'est une des seules constantes de sa politique depuis son élection, et que ses adversaires n'ont pas su la défendre, n'ont pas su défendre les classes opprimées symboliquement, tous les galeux qu'il a donnés à la masse, eh bien, aujourd'hui, le pays est polyfracturé, et c'était ce qu'Emmanuel Macron voulait. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui pensent qu'Emmanuel Macron œuvre pour un nouveau second tour Macron-Le Pen? Je pense que, alors évidemment, pour lui, c'est le pain béni, parce que il est face à une adversaire qui a dévissé d'avec ses bases, dévissé avec les classes sociales qu'elle représentait. Le vote des régionales est très net là-dessus. Le problème, c'est que là, il peut hésiter. Pourquoi? Parce que le masque de la dangerosité de Marine Le Pen est tombé. Et est-ce que l'électorat du centre-gauche, donc de la partie gauche de son mouvement, est-ce que la bourgeoisie de gauche aura suffisamment peur du fascisme que le fascisme soit d'opérette, c'est pas grave. Bien sûr. Le problème, c'est que je crains que, vous savez, l'effondrement de l'anti-lepénisme a eu 2 phases. Premièrement, toute la phase de destruction psychologique du pseudo de l'antifascisme mythomane qui a été opéré très largement par Florian Philippot. Je vous donne un exemple. 2002, 10 000 lycées sont fermés pour les manifs anti-Le Pen, à peine une centaine. 20 ans plus tard. Bien sûr. Donc, ça. Mais surtout, pour la part qui s'était laissée prendre, disons que l'évanescence de la candidature Marine Le Pen fait que, ouais, elle est, pour la gauche du haut, elle n'est pas dangereuse parce qu'elle a renoncé à tout et que de toute façon, elle est devenue un point de détail de la vie politique française et non plus un point central comme elle l'était en 2017. Et pour la gauche de la rue, je le vois dans les publications de l'extrême gauche. Ouais, Le Pen, ouais. Elle aurait mis des flics partout, elle aurait crevé des yeux, coupé des mains. Au fait, Macron, il a fait quoi? Ah ouais. Et là, pour le coup, est-ce qu'ils iront voter pour elle? Bien évidemment jamais. Mais est-ce qu'ils se lèveront pour aller voter contre elle? Pas sûr. Donc,
le système a peut-être besoin d'utiliser d'autres candidats pour raviver N'oubliez pas, le macronisme vit de la peur. S'il n'arrive plus à foutre les boules à personne, il redevient ce qu'il est réellement sociologiquement. Et regardez les municipales, regardez les régionales. Voilà ce que ça vaut En Marche. C'est rien. C'est un Bérou sous stéroïdes. Je dis sous stéroïdes, j'aurais pu dire autre chose. Or, vous voyez, c'est rien. Mais avec la force de l'ingénierie de la peur, ça devient un parti présidentiel. Vous lui retirez ça, vous le tuez. Toute dernière partie, Pierre-Yves Rougeron, forcément, on ne peut pas se quitter sans avoir parlé de l'émergence de l'hypothétique candidature d'Éric Zemmour, qui s'inscrit parfaitement dans ce que vous nous expliquez. Est-ce que finalement, Zemmour est le candidat, s'il se déclare, qui va contourner Marine Le Pen sur sa droite? Fred, si vous voulez, c'est beaucoup trop tôt pour dire ça. Pour l'instant, autant qu'on puisse se fier aux sondages, parce que bon, les sondages moi, si vous voulez, les sondages à 9 mois d'une présidentielle, on aurait dû avoir Édouard Balladur élu, quoi. Donc, on va dire. Oui, voilà. Mais si vous voulez, à l'instant T, il y a surtout le premier effet d'une hypothétique candidature d'Éric Zemmour, et pour l'instant, de faire trembler sur leur base qui reste des Républicains. D'un côté, Macron n'est pas contre, parce que il a le point mystère pour Macron, c'est Bertrand. Tous les autres, il les a sous contrôle. Bertrand, qui est un politique dans lequel on ne peut avoir aucune confiance. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que Bertrand parle à quelle classe sociale? C'est très difficile à dire. Pécresse, on le sait très bien. Elle parle aux bobos de droite, point. Mais Bertrand, ce qui est très difficile à dire, si vous voulez. Après tout, il règne sur une région qui est encore ouvrière, qui est une région pauvre. Il n'aura jamais le courage d'être un candidat populiste, c'est qui est la seule chose qui le rendrait dangereux. Mais Emmanuel Macron est un obsédé du contrôle. Il préfère le cadenas à l'incertitude. Donc, il préfère qu'il y ait le maximum de chaos au sein des Républicains pour pouvoir même visualiser ce qu'il ne peut pas évaluer, ce qui est le cas de Bertrand, par exemple. Et là-dedans, la candidature d'Éric Zemmour, pour l'instant, met une belle pagaille. Ensuite, la candidature Zemmour peut-elle prendre les classes populaires au Front National? Très difficile à dire, parce que prendre les classes populaires au Front National n'est pas totalement utile. Le seul moyen de battre Macron, admettons, allez, Marine Le Pen est à 19, Zemmour est à 10 et prend 3 points aux Républicains. 4, 5, pas plus, allez. Donc il fait 15. 15 et 19, encore raté. Le seul moyen, c'est de faire sortir les abstentionnistes de l'abstention. Emmanuel Macron est sociologiquement minoritaire, mais politiquement majoritaire, parce qu'il a les classes serviles. Contre ça, vous devez aller chercher les classes libres. En 9 mois, c'est très difficile. Est-ce que Éric Zemmour est l'homme idoine pour ça? J'en sais rien. Est-ce qu'il y a, comment dire, un espace politique pour faire revenir les abstentionnistes? Très difficile à dire. Pour l'instant, le seul effet notable, ça a été de droitiser une partie du discours des Républicains, sachant que droitiser un discours est inutile. C'est ce qu'on appelle, pour la nation, j'entends, c'est ce qu'on appelle du sarkozysme. Ce qui veut dire au passage que, comme Emmanuel Macron est lui-même un des bourgeons du sarkozysme, que nous sommes dans une sorte de sarkozysme zombie dans toute la vie politique française. Or, je ne sais pas s'il arrivera à vaincre et à vaincre, disons, la réticence de l'électorat populaire et à avaler Marine Le Pen, enfin avaler le Rassemblement national. C'est très difficile à dire. Je crains malheureusement que le défaut de coalition
que le défaut de programmes clairs en dehors de points qui sont importants, mais qui, s'ils sont surcentrés dans la campagne, vont apparaître comme des marottes. Donc ça, c'est, j'imagine, l'islam, l'immigration. Ce sont des points importants, mais ce sont des, si vous voulez, l'avantage d'Emmanuel Macron, c'est qu'il avait servi aux classes dominantes un discours cohérent. Plus des ennemis. Nous, on a des ennemis, et encore, on ne prend pas comme ennemi la classe dirigeante, par exemple, ce qui est bien dommage. Mais on n'a pas de discours cohérent, et je pense que tout simplement, et pour la raison que je vous expliquais, c'est qu'en fait, on est fasciné par ce type qui n'est rien. Donc tout le monde veut faire son macronisme de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, et à la fin des fins, bah, au jeu de Macron, c'est Macron qui gagne. Bon, c'est normal. Ce qu'il faut, c'est un discours cohérent et total pour brûler les vaches sacrées du système qui attire une coagulation de classe. Parce qu'à la fin, Jérôme Sainte-Marie en parlait très bien. À la fin, c'est bloc contre bloc que ça va se jouer. Or, nous, on a un bloc démobilisé et lui fait tout pour surmobiliser le sien. Et démobiliser l'autre, bien sûr. Oui, malheureusement avec une partie de notre assentiment. Bien, merci beaucoup Pierre-Yves Rougeron d'avoir consacré tout ce temps avec nous malgré un petit rhume. Oui. Portez-vous bien, soignez-vous bien en tout cas. Merci beaucoup d'avoir répondu présent comme chaque fois. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, de commenter, de partager et puis bien sûr de cliquer sur le pouce en l'air en bas de cette vidéo en attendant de se retrouver la semaine prochaine. Allez, à bientôt.